À la rencontre de la Méditerranée et du Rhône, la Camargue abrite le plus grand écosystème humide de France. Classée en réserve de biosphère, elle distingue du nord au sud deux grandes entités, selon que prédomine eau douce ou eau salée. Au nord, la Haute-Camargue, celle des grands marais et des cultures, se caractérise par d'importants apports d'eau douce venus du fleuve. En Camargue, l'eau est un lien majeur entre les hommes et les écosystèmes. Elle est une ressource biologique, économique et culturelle, dont la gestion a littéralement façonné le territoire, en particulier en Haute-Camargue. L'eau douce y prédomine grâce à un dense réseau de canaux qui alimentent tout aussi bien les rizières que les espaces protégés dont dépend une faune abondante. Le delta du Rhône reste en effet une halte majeure pour de nombreux oiseaux migrateurs, mais aussi un lieu de vie ou de développement privilégié pour des espèces très menacées, comme la cistude ou l'anguille européenne. La question des pollutions aquatiques, comme celle des espèces invasives, et plus largement de l'équilibre entre activité et conservation de la nature, demeure plus que jamais au cœur du devenir de la Camargue. La Camargue d'eau douce est avant tout fille du Rhône. Ce fleuve puissant qui ici inaugure son delta, le deuxième plus grand de Méditerranée. Longtemps, son cours divagua en de multiples bras, ce qui favorisait la formation d'une diversité de zones humides et d'habitats naturels, comme la forêt riveraine. Jadis, elle courait sur toute la longueur du fleuve. L'un des plus beaux vestiges en est le bois de Tourtoulin, propriété du Conservatoire du Littoral, en bordure du Grand Rhône. Inondable et exubérante, elle est dominée par le peuplier blanc et un sous-bois riche en arbustes variés. Aujourd'hui rare, son rôle reste toutefois primordial dans l'épuration de l'eau, la stabilisation des berges et bien sûr, la régulation des crues. Car le Rhône est un fleuve colérique. Paradoxalement, ces débordements réguliers et destructeurs maintenaient la salinité du delta à un niveau favorable à l'agriculture, tout en engraissant les terres de limons fertiles. Mais la grande crue de 1856 fut celle de trop, et les deux bras du fleuve, Petit et Grand Rhône, furent endigués sur tout leur cours. Contre le sel présent naturellement dans les sols et les nappes souterraines, dans une région de surcroît très peu arrosée, les hommes parachevèrent alors un puissant réseau d'irrigation, puis de drainage, fondé sur le pompage des eaux douces du fleuve. Ce maillage de plusieurs centaines de kilomètres de canaux, appelés aussi roubines localement, a dès lors marqué le paysage de la Haute-Camargue. Rémi Tinet, garde technicien au syndicat mixte de la Camargue gardoise, est l'un des nombreux protagonistes de cette symphonie hydraulique. Il n'y a plus qu'une infime partie du delta où il y a une circulation naturelle de l'eau du Rhône. Mais après l'endiguement total des bras du Rhône et de la mer, rapidement les hommes se sont rendus compte que l'eau leur manquait en fait. L'eau manquait aux habitats. Et donc pour leurs activités économiques, ils se sont mis à recreuser des canaux pour pouvoir imiter le cycle naturel en fait et pouvoir le contrôler et en tirer des bénéfices. Mais c'est un décor, quoi. C'est comme dans une pièce de théâtre, on a mis le décor et puis il y a l'envers du décor. Donc là, c'est pareil. Voilà. Il y a toute une gestion qui est exercée au quotidien par beaucoup de gens, des éleveurs, des agriculteurs, des organismes protecteurs, gestionnaires d'espaces protégés, qui influent sur les paysages. Ce sont en effet 3 à 400 millions de mètres cubes d'eau douce qui sont injectés chaque année via ce réseau. Canaux, roubines et fossés se distinguent les uns des autres selon qu'ils desservent des marais protégés, des rizières ou d'autres espaces agricoles. Mais partout, le maître outil de ce réseau reste la martelière. Ça, c'est un geste quotidien d'ouvrir et de fermer les martelières.
Des fois, c'est pour tester si on peut avoir une action sur le milieu. On peut créer des paysages ou en faire disparaître en fonction de la gestion de l'eau qu'on exerce grâce à tout ce réseau hydraulique, ces canaux, ces portos, ces roubines, ces fossés, dont l'eau vient du Rhône au départ, hein. En fait, là, c'est de l'eau du Rhône qui arrive en gravitaire. On est fin septembre, hein, donc c'est l'époque des crues naturelles et donc on remet en eau le marais en fait, qui était sec depuis le mois d'avril. D'autres fois, c'est pour donner à boire au bétail, tout simplement, en entretenant une petite zone d'abreuvoir. Et puis, ça peut être aussi pour faire les remises en eau, pour entretenir les niveaux. Donc, on en vient à compter les crans ou les tours de manivelle. Ça peut être plus ou moins fin, en fait, comme gestion hydraulique. Canaux et roubines sont aussi devenus de petits écosystèmes en soi, et les vecteurs d'une biodiversité riche et variée. Ils répondent notamment à certains grands besoins pour différentes espèces, comme la reproduction, l'alimentation ou la propagation. Tout ce linéaire de canaux avec des croisements permet une circulation de la faune et de la flore dans tout le delta. La roubine, un petit peu fermée par la végétation, très riche parce qu'elle permet aux oiseaux de trouver en fait, un abri des rapaces qui sont très présents en hiver notamment parce qu'ils trouvent de l'alimentation avec tous les oiseaux qu'on accueille et donc ceux-ci cherchent un refuge. Grâce au linéaire de canaux, on a par exemple une recolonisation progressive d'espèces qui, autrefois disparues et très discrètes, reviennent dans le delta du Rhône. L'idée aujourd'hui est d'essayer d'optimiser la gestion de ces canaux pour se rapprocher des cycles naturels, tout en assurant la demande en eau des activités traditionnelles et des milieux. Sans l'intervention de l'homme, les paysages changeraient assez rapidement en quelques années en Camargue, c'est sûr. La nature reprend vite ses droits grâce à ce sol riche, cette eau douce et ce soleil qui fait pousser les plantes. Cette circulation est très bénéfique de toute façon, hein, parce que si les eaux ne circulent pas à l'heure actuelle, elles deviennent vertes, elles ne sont plus assez oxygénées et on perd un petit peu en biodiversité, quoi. L'endiguement du delta a surtout été une aubaine pour la riziculture, une tradition multiséculaire dans la région, mais véritablement développée à partir des années 1940. C'est l'existence de ce réseau d'irrigation, utilisé au départ par la viticulture pour noyer le phylloxéra, qui précipita l'avènement du riz. Une histoire et une céréale à l'origine de la passion de Bernard Poujol, un paysan pas comme les autres. Quand la vigne a périclité et que la France a perdu ses colonies, les gouvernements français ont cherché un territoire de la métropole qui puisse porter du riz. Et il n'y avait que ce territoire qui était déjà organisé pour inonder les vignes qui pouvait accueillir le riz. Il y avait les réseaux d'irrigation, il y avait les stations de pompage et il y avait la manière de pouvoir tenir l'eau dans les champs. Des sols plats et bordés de petits bourrelets. Donc le riz avait parfaitement sa place. Malgré ce cadre idéal, des éléments jouaient contre le riz en Camargue. Faire pousser du riz en Camargue, c'est vachement compliqué. C'est une plante tropicale, à la base. Et là, on n'est pas sous les tropiques du tout. Et la Camargue, c'est le pays le plus extrême de France. Il y a toujours trop de vent, ou trop de pluie, ou trop de soleil, ou trop quelque chose. Donc, on a été obligé de chercher des variétés qui soient vraiment balèzes, quoi, très vigoureuses, très agressives. Bernard est convaincu que les humains doivent servir la nature, pour qu'en retour, ils puissent en vivre. En fait, la culture n'est apparue ici qu'à l'époque moderne, vraiment, hein, donc avec tout de suite avec la chimie.
Et les agriculteurs se sont emparés de ça, les engrais, les pesticides, immédiatement. Et le riz avait la réputation en bio de ne pas fonctionner. Donc c'était un véritable double défi, faire pousser cette plante déjà et la faire pousser en bio. Pour éviter qu'il se fasse concurrencer par les mauvaises herbes qui sont présentes dans le sol, on le sème sans eau. Et du coup, les mauvaises herbes aquatiques ne poussent pas, il n'y a pas d'eau. Et les flamants roses ne viennent pas, il n'y a pas d'eau. Les charançons aquatiques ne viennent pas, il n'y a pas d'eau. Puis, quand il est arrivé à un certain stade, on va l'inonder parce qu'on va lui signifier qu'il va vivre dans un milieu inondé. Il va changer de système racinaire et il va se développer différemment. 8 jours après cette mutation, quand le riz développe sa 4e feuille, Bernard sort son arme secrète. Et là, moi, je lâche les canards dans les rizières. C'est l'originalité de notre exploitation. Et les canards vont entretenir le champ de riz parce qu'ils vont avoir affaire à des mauvaises herbes qui sont toutes petites, dans un riz déjà développé. Et là, on a gagné la course-poursuite contre les mauvaises herbes puisqu'on a un temps d'avance. Et le riz qui a ce temps d'avance, et comme il est assez agressif, va pouvoir se défendre lui-même aussi, avec la complicité des canards. Cette pratique venue du Japon est pleine d'avantages. Non contents de manger les mauvaises herbes, les canards oxygènent la rizière en brassant l'eau de leurs pattes et apportent de l'engrais naturel avec leur déjection. Ils éloignent aussi les petits nuisibles. Bernard se souvient de sa première fois. De voir comment ils retrouvaient des instincts naturels simplement parce qu'ils étaient élevés dans un milieu naturel. C'était même émouvant de voir comment la nature revenait, simplement revenait. Tout est lié en fait. Et sur l'exploitation, dans le mas, la culture principale c'est le riz bien entendu. Mais derrière le riz, on va semer du blé, des blés anciens. Dans ces blés anciens, on va semer de la luzerne. Donc il va y avoir une culture très gourmande, le riz, une un petit peu moins le blé, une pas du tout gourmande, au contraire, qui va apaiser le sol, la luzerne. La symbiose entre l'ensemble va être très positive. Et en fait, on est arrivé à créer sur l'exploitation un système technique où on est à zéro intrant. On n'achète rien. La terre crée sa propre richesse. Le riziculteur s'est par ailleurs lancé un défi un peu fou, reboiser son bout de Camargue. Dans ses rizières, il a recréé des îlots boisés qui peuvent servir de refuge aux canards contre leurs prédateurs, mais surtout à la petite faune des insectes, et notamment les libellules, très menacées aujourd'hui. Au XIXe siècle, la Camargue, du moins la Camargue haute, quand les terres sont au-dessus d'un mètre de hauteur, c'était que des arbres. C'est la modernité qui a arraché tous les arbres. Et nous, sur l'exploitation, on va essayer de redonner à la Camargue le visage qu'elle avait autrefois. Pour le mousquetaire paysan, l'heure de la récolte sonne chaque année comme la récompense de son alliance avec la nature. Puisqu'il n'est pas prophète en son pays, bien que l'agroécologie y fasse son chemin, Bernard s'inquiète à raison de l'avenir agricole de la Camargue. Deux agricultures très différentes se développent en Camargue aujourd'hui. Une agriculture très écologique, telle que la nôtre, puisque 20% de la Camargue actuellement est passée en agriculture biologique. Et également se développe une agriculture hyper industrielle, et c'est que le profit. Quelle sera l'agriculture qui dominera dans 10 ans, j'en sais rien. J'espère que c'est la mienne, mais j'en suis pas sûr.
Outre les pollutions agricoles, une autre problématique se pose à travers toute la Camargue, notamment dans les espaces protégés. Celle des espèces dites invasives, tant animales que végétales. À l'est du delta, entre le Grand Rhône et la plaine de la Crau, les marais du Vigaras forment l'une des grandes réserves de biodiversité de la région, essentiellement composée de milieux non salés. Anciens terrains agricoles, les marais sont entièrement délimités par 2 grands canaux de navigation et d'irrigation, d'où arrive une grande partie de l'eau douce dont la réserve a absolument besoin. Et avec elle, les plantes exotiques invasives. Le cauchemar de Leïla de Biès, conservatrice du domaine, et de son équipe. Il y en a un certain nombre au marais du Vigaras, et en particulier une espèce qu'on appelle la jussie, qui est originaire d'Amérique du Sud, et qui est une espèce aquatique, qui a été introduite parce qu'elle est ornementale, elle est très jolie, avec des jolies petites fleurs jaunes, mais elle peut recouvrir intégralement un marais en quelques années. On peut considérer ça comme presque un super prédateur si on parlait d'animaux. Elle envahit le milieu et elle laisse peu de place aux autres espèces. Donc une fois qu'elle est installée, elle commence à recouvrir les bassins. Alors il n'y a plus d'espèces végétales qui se développent après. Et ensuite, c'est la faune qui disparaît aussi dans ces étangs. Christophe Pain, garde technicien, connaît bien l'envahisseuse, capable de doubler sa masse en à peine 2 semaines, et ainsi d'empêcher l'écoulement des eaux dans les canaux. Les moyens de lutte existent, mais ils sont extrêmement fastidieux. Si elle est juste au début de sa colonisation, on peut pratiquer de l'arrachage manuel. Alors c'est pratiquement brin par brin, en prenant bien les racines dans le sol, donc ça veut dire qu'on prend aussi de la base avec. Les jussies sont composées essentiellement d'eau. Donc une fois qu'on les sort de leur milieu, au sec, elles vont sécher très rapidement, et donc ce qui permet de l'éliminer. Et encore, on ne gère pas la totalité des bassins parce qu'il y a certains endroits où elle est déjà bien implantée, et aujourd'hui, c'est plus possible de la gérer. L'arrachage des jussies exige donc une main-d'œuvre importante. Mais la contrainte a aussi des bénéfices citoyens. Ces campagnes d'arrachage se font souvent par l'organisation de chantiers assez importants qui regroupent plusieurs personnes. Donc il y a l'équipe des gardes du site, aidée par des bénévoles qui peuvent être des bénévoles ponctuels ou par des associations de bénévoles. Mais ces chantiers sont aussi réalisés par l'équipe en insertion professionnelle du site. Pour nous, c'est assez symbolique, c'est permettre la conservation des marais du Vigaras, la régulation de cette espèce-là, mais aussi de pouvoir mettre ensemble différentes personnes avec des objectifs complètement différents, des connaissances qui sont complètement différentes. C'est vraiment un travail collaboratif qu'on trouve intéressant à ce niveau-là. Si les espèces invasives aquatiques ont pu s'inviter, c'est parce que l'équilibre écologique des marais repose sur des arrivées d'eau permanentes, bien que strictement contrôlées. Ce mode de gestion artificielle est indispensable au maintien d'une mosaïque de milieux d'une grande richesse, notamment de très belles roselières. Laissées intactes, elles abritent d'importantes zéronnières. Il y a 9 espèces de hérons qui nichent en France. Les 9 nichent au marais du Vigaras, avec des effectifs qui sont extrêmement importants. Et donc on a une responsabilité de gestion qui est très forte. Si on faisait le choix d'arrêter la gestion hydraulique artificielle, on aurait un marais qui deviendrait très sec, ou en tout cas beaucoup plus sec. Et donc les conditions seraient plus du tout favorables à l'accueil des hérons paludicoles. Dans ce contexte, l'équipe des marais s'efforce de corréler sa mission première de conservation de l'environnement avec les réalités du terroir camarguais, en mettant en valeur les ressources locales.
L'idée, c'est que les marais du Viguera puissent aussi servir de support d'autres activités que les nôtres. On voulait soutenir une activité agricole qui est vraiment traditionnelle, l'élevage de taureaux de très faibles effectifs, avec des pratiques qui sont vraiment particulières. Il y a des troupeaux à peu près sur l'ensemble des marais du Viguera. Ce ne sont pas nos bêtes à nous, ce sont des éleveurs avec lesquels nous travaillons. Il y a des chevaux et des taureaux, des chevaux de race Camargue et des taureaux de race Camargue ou de race espagnole selon les éleveurs. Pour nous, l'élevage, c'est l'entretien de la végétation qui est réalisé par le pâturage. Les taureaux et les chevaux sont nos tondeuses à gazon. En échange, l'équipe du Viguera rend des services aux éleveurs. On contribue au quotidien à cette activité-là, par la surveillance des troupeaux notamment, puis par une aide apportée à des manipulations importantes, comme par exemple la sortie des bêtes en hiver. Les taureaux, les chevaux quittent le site parce que l'hiver fait qu'il y a beaucoup d'eau, les conditions sont difficiles, ils n'ont plus beaucoup à manger, etc. Donc ils vont dans d'autres terres plus hautes, souvent où ils sont nourris au foin. Pour assurer la sortie des troupeaux en hiver, étant donné que les taureaux Camargue ne se manipulent pas à la main, ce sont des bêtes qui ont un caractère sauvage, il y a deux méthodes. La première, c'est la méthode traditionnelle utilisée par les éleveurs. C'est un rassemblement du troupeau à cheval et un guidage du troupeau vers des lieux dans lesquels ils peuvent les manipuler de façon plus proche, les trier, les faire passer chez le vétérinaire, etc. Il y a une autre méthode, celle qu'on favorise nous le plus possible, c'est une méthode par piégeage, donc dans des espaces qui sont clôturés, dans lesquels on les attire avec du foin et dans lesquels on les enferme. Donc l'hiver est consacré beaucoup à cette opération-là, qui reste assez aléatoire, hein. Grâce à ce type d'action et de gestion, Leïla veut rester optimiste sur l'avenir de la Camargue. Je suis persuadée qu'on peut arriver à faire de la Camargue un lieu qui, s'il n'est pas intégralement protégé, va dans un sens de conservation. Les zones humides se raréfient, des espaces comme la Camargue, il n'y en a plus beaucoup en France. Je pense qu'on gagnerait beaucoup à avoir globalement sur le delta des pratiques compatibles. Ces pratiques compatibles sont en effet l'une des clés pour maintenir des activités traditionnelles et les milieux dont celles-ci dépendent. Parfois, l'exploitation même de ces milieux peut contribuer à leur conservation. C'est le cas par exemple de certaines roselières situées au sein d'espaces naturels sensibles. La coupe des roseaux, selon des méthodes peu agressives, aide en effet à leur régénération végétative, tout en approvisionnant une filière économique dynamique. Milieux emblématiques de la Camargue d'eau douce, très riches d'un point de vue faunistique, les roselières se développent dans les grandes zones de marais, notamment ceux de la Camargue gardoise. Certaines sont aussi gérées et entretenues pour les besoins de la chasse au gibier d'eau, une activité traditionnelle lucrative très répandue. Coupés à l'hiver, régénérés au printemps, les roseaux hébergent jusqu'à la fin de l'été, entre autres pensionnaires, les rousserolles et farvates, de petits passereaux qui, sous leurs frais couverts, y accueillent leurs petits avant de repartir pour l'Afrique. Mais comme d'autres milieux de Haute-Camargue, les roselières restent entièrement dépendantes des apports d'eau douce, dans une région au sol salé.
Et bien que dotées d'une capacité d'épuration, elles sont fragilisées par l'eutrophisation des eaux. Ce phénomène d'asphyxie des milieux, par excès de nitrates et de phosphates issus de l'agriculture, menace aussi l'étang du Vaccarès. Cette lagune saumâtre de 6500 hectares, cœur géographique et hydraulique du delta, reçoit encore une part importante des eaux rejetées par les riziculteurs. De la qualité de l'eau douce de ce réseau hydraulique dépend donc la survie de nombreuses espèces aquatiques. À la station biologique de la Tour du Valat, située entre le Vaccarès et le Grand Rhône, nous retrouvons l'herpétologue Anthony Olivier. Ce spécialiste des reptiles et des amphibiens s'occupe au printemps d'une petite autochtone, la cistude. Cette tortue des rivières et des marais doux fait l'objet d'un plan de protection nationale et d'une attention toute particulière dans la réserve naturelle régionale créée au sein du domaine. C'est une espèce qui est amphibie, c'est-à-dire que c'est une tortue qui va vivre la majorité de son temps dans l'eau, qui va sortir de l'eau tous les jours pour thermoréguler. D'où la difficulté à la conserver, c'est pas une espèce qui est strictement aquatique, on a besoin de conserver en même temps son milieu aquatique et en même temps son milieu terrestre. S'il y a un des deux milieux qui disparaît, l'espèce va aussi disparaître. Ces marais sont gérés en partie pour la cistude. On met de l'eau qui est douce, qui n'est pas salée, et ça nous permet de savoir si notre gestion, il faut la réorienter ou pas. Depuis 1997, des campagnes d'études se déroulent entre les mois d'avril et d'août. Les cistudes sont d'abord capturées ou recapturées à l'aide de filets verveux. Au moins deux là. Dans le cas de la cistude, l'intérêt c'est qu'on a affaire à une espèce qu'on dit longévive, qui vit longtemps en fait, et pour lequel on a souvent des manques de connaissances sur la durée. Du fait qu'elle vit 50 ans, 60 ans, 70 ans, il y a peut-être même des individus qui pourraient atteindre une centaine d'années. On va avoir du mal à avoir des connaissances sur la démographie par exemple. Là il nous faut vraiment des jeux de données à long terme. Alors le premier mâle. L'autre aspect sur la cistude qui est vraiment important, c'est qu'on a affaire à une espèce qui est menacée, qui a vraiment en régression très très marquée dans l'ensemble de son aire de répartition. Et c'est important de pouvoir estimer quelles sont les menaces les plus lourdes pour l'espèce. Qui va être le mâle 704. L'une des principales causes de disparition, c'est la disparition des marais. Des cours d'eau qui ont été très très modifiés par l'homme au cours des 100 dernières années. En fait. Les deux, vous avez déjà capturé? Je vais regarder. Donc le mâle 704 a déjà été capturé. En effet, et le 880 a déjà été capturé. D'accord. Bon, on verra ce qu'il y a dans le prochain filet. Outre la préservation de l'espèce, l'un des intérêts de ces suivis est que la cistude se révèle, hélas, un bon indicateur de l'impact des diverses pollutions sur les milieux dits naturels. Elles sont des sentinelles de l'état de la biodiversité. On a vraiment une image de la Camargue qui est d'immense zone naturelle très sauvage. Elle est aussi très artificielle. Par exemple, toute l'eau qu'on voit, l'immense partie de l'eau qu'on voit, a été pompée dans le Rhône. Donc le Rhône est très pollué. Donc nous, avec cette étude, on travaille avec d'autres équipes de chercheurs spécialisés en écotoxicologie. Et typiquement, on fait des prises de sang sur les cistudes. Et dedans, on va pouvoir mesurer les contaminants. Donc, on cherche des métaux lourds, on va chercher des PCB. Les PCB, des composés chimiques utilisés par l'industrie jusqu'en 1987, sont des polluants organiques persistants. On pense d'une manière globale que l'espèce pourrait être menacée par la contamination par ces molécules, mais on n'a pas de données précises. Alors, le nouveau mâle. Les individus non encore identifiés sont amenés au laboratoire, où ils seront marqués individuellement en vue d'une prochaine capture. Alors... Fin 2021, plus de 1500 cistudes avaient ainsi été marquées. Cette étude, ça a permis d'acquérir les premières données sur la survie de l'espèce.
comparer les taux de survie entre les mâles, les femelles, qui sont très très élevés. Et en fait, cet individu, il est super intéressant parce qu'on va pouvoir le suivre tout au long de sa vie. Et le fait de connaître son âge de naissance, ça va nous permettre vraiment de voir sa longévité, l'âge aussi d'acquisition de la maturité sexuelle, à partir de quand il va pouvoir se reproduire. Et puis, si on fait des études en termes d'impact des contaminants chimiques, le fait d'avoir l'âge réel, ça permet de regarder s'il y a des phénomènes de bioaccumulation, par exemple. Donc, c'est l'intérêt de pouvoir suivre ces individus qui vivent très longtemps, sur du très long terme. En fait. Elle fait 38 grammes. C'est des animaux qui sont globalement très sédentaires. C'est des choses qu'on étudie depuis très longtemps ici. Et ce qui est chose qui est vraiment intéressante dans cette population, c'est que les femelles, grosso modo, ne bougent quasiment jamais de leur site dans lequel elles sont nées. Les individus qui ont été marqués à la fin des années 70, on les recapture quasiment au même endroit. Donc ça, c'est super intéressant. Par contre, dans le cas de cette population, les mâles, eux, dispersent. C'est-à-dire que eux, les mâles, vont changer de noyau de population. Donc on a probablement le record mondial connu avec un mâle qui a fait 18 km. Malgré ce record et l'existence de protections diverses en Camargue et en France, amphibiens et reptiles ne sont pas à la fête. C'est des espèces qui sont confrontées à beaucoup de menaces et qui est l'un des groupes de vertébrés qui se porte le moins bien. La situation est vraiment catastrophique pour un bon nombre d'espèces qui a décliné de manière incroyable au cours des 100 dernières années et qui continue à décliner aujourd'hui. Une autre explication locale de ce déclin tient à nouveau à l'impact d'une espèce invasive. C'est une espèce exotique qui est l'écrevisse de Louisiane, donc une écrevisse américaine qui est arrivée en Europe par la pisciculture en fait, et qui s'est échappée, et donc qui a été introduite volontairement et maintenant qui a colonisé énormément de milieux aquatiques et qui pose des gros soucis en termes d'écologie. C'est un gros prédateur d'œufs, notamment de batraciens. S'il est en revanche des populations qui se portent plutôt bien en Camargue, ce sont les oiseaux d'eau. Zone humide d'importance internationale pour la reproduction, l'hivernage et la migration de quelques 370 espèces, le delta du Rhône demeure la première région d'accueil en France pour l'avifaune voyageuse. Un accueil sur lequel elle peut compter au parc ornithologique du Pont de Gau, situé à l'interface entre Camargue d'eau douce et d'eau salée. Frédéric Lamoureux et sa famille y ont créé un lieu sur mesure. Ce qui est assez caractéristique ici du Pont de Gau, c'est que, pour moi je l'appelle une espèce de mini Camargue. C'est-à-dire qu'on a pratiquement tous les milieux, tous les habitats qui sont ici présents sur la réserve. Donc c'est assez fabuleux parce que ça permet d'avoir un maximum d'espèces d'oiseaux qui peuvent venir se poser ici. Les oiseaux peuvent s'alimenter, ils peuvent nicher, et puis ils ont un dérangement qui est très limité puisque c'est un espace qui est protégé. Grâce à ces conditions propices et à sa situation géographique, l'espace camarguais demeure une étape migratoire majeure, notamment au printemps. Le printemps, c'est une saison qui peut être magique parce qu'on a des tas d'oiseaux migrateurs qui sont arrivés à cheval entre la fin de l'hiver et le début du printemps. On a tous ces myriades d'oiseaux en fait, qui s'installent sur les zones de reproduction. Et puis cette année, c'est carrément extraordinaire puisque on a un taux de reproduction qui est... Enfin, tu n'as jamais vu, moi je n'avais pas vu ça depuis une bonne quinzaine d'années. On a des tas d'espèces comme les sternes, les mouettes, les avocettes, les échasses qui sont installées sur des îlots. On a des îlots sur lesquels on a plus de 600 couples installés. Donc c'est une masse d'oiseaux incroyable. On a les mouettes mélanocéphales, donc ces mouettes qui ont la tête toute noire avec ce bec très rouge. On a vu ces oiseaux arriver toutes le même jour. C'est-à-dire que 100% des mouettes qui nichent sur le parc ici cette année sont toutes arrivées un mardi, après un week-end très pluvieux. Mais c'était assez génial de voir ces oiseaux qui n'étaient pas là le lundi, tous arriver le mardi. Pour ces oiseaux, la Camargue est avant tout une halte où ils sont assurés de trouver une nourriture abondante et très diversifiée. Quand on a 600, 700, 800 couples sur un seul îlot, de 5-6 espèces différentes, ces oiseaux-là ne sont pas forcément en compétition alimentaire puisque ils vont se disperser un peu partout. Certains vont aller pêcher en mer, d'autres vont aller manger dans les rizières plus au nord de la Camargue,
d'autres vont manger dans l'étang qui est juste derrière, d'autres vont aller s'alimenter dans les canaux qui sont tout autour de nous en fait, et d'autres vont manger dans les marais. Ces oiseaux-là, finalement, ils vont tous se retrouver le soir pour nourrir leurs poussins, mais ils vont pas aller chercher la nourriture au même endroit. Ici, au Pont de Gau, comme partout ailleurs en Camargue, la star, c'est le flamant rose. Un oiseau dont la sauvegarde a fait l'objet d'efforts intenses et prolongés dès les années 1970. Efforts qui ont largement porté leurs fruits. Les études ont notamment permis de comprendre comment se déplaçait l'espèce. En fait, le flamand, il n'est pas vraiment migrateur. C'est un oiseau qui est extrêmement opportuniste et qui est très inféodé, donc qui est très lié en fait aux zones humides méditerranéennes. C'est-à-dire que les flamands qu'on trouve en Camargue, on va les trouver en Catalogne, on va les trouver en Andalousie, on va les trouver sur l'Afrique du Nord, on peut en trouver en Turquie, en Italie, en Sardaigne. Et en fait, la population, elle tourne en fait en rond. Et donc, on a appelé ça des oiseaux plutôt nomades ou erratiques, mais pas vraiment des oiseaux migrateurs. Cet animal, qui serait originaire du Nouveau Monde, est ici bien chez lui. Il est aussi complètement lié à la Camargue. On peut le trouver dans les rizières, on peut le trouver dans un étang, on peut le trouver en bord de mer, on peut le trouver sur un marais d'eau douce, un marais saumâtre, un marais très salé aussi. Et puis on peut le trouver carrément dans des vasières. C'est pas de l'eau qui ressort du bec, c'est carrément de la vase. La couleur de son plumage a fait la renommée du flamand. Acquise progressivement jusqu'à la maturité sexuelle de l'oiseau, elle est due à l'oxydation de caroténoïdes qu'il trouve dans son alimentation, notamment chez de petits crustacés. Pour les dénicher, il a une arme redoutable. C'est un bec filtreur, donc ils vont filtrer en fait tous les petits planctons, tous les petits micro-organismes qui sont contenus dans l'eau, mais aussi dans la vase. Et ce bec, il leur permet aussi d'éliminer le trop plein de sel. Les flamands sont aussi réputés pour leur posture parfois spectaculaire. Le plus souvent, et comme chez beaucoup d'autres oiseaux, ils se tiennent sur une patte. Si vous observez pratiquement toutes les espèces d'échassiers qui sont tout le temps dans l'eau, au bout d'un moment, leur membre se refroidit terriblement. Et pour un oiseau, c'est très problématique puisqu'ils ont une température du corps qui est assez élevée. Et donc, ils ont ce système de thermorégulation qui permet de réchauffer une patte tout en se maintenant à l'équilibre sur une seule. C'est aussi une façon d'économiser l'énergie. Et dès qu'on a bien réchauffé, on change, tout simplement. Si les flamands ne sont plus en danger, ils doivent partager depuis quelques années ce territoire qui demeure leur unique lieu de reproduction en France avec de nouveaux venus. On a vu des espèces qui sont apparues il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, comme l'ibis falcinelle, la spatule blanche, et qui sont devenus aujourd'hui des oiseaux qui sont carrément installés en Camargue et dont la population dépasse le millier de couples. On a une espèce nouvelle en hiver qui est la grue cendrée, on n'en avait pas du tout avant. Et puis là, on a carrément 20 000 individus qui viennent passer l'hiver de novembre jusqu'à mars. Ces changements, ils sont hyper intéressants, mais ils sont complètement liés aussi à l'évolution de la Camargue. Les grues sont apparues parce qu'on a cultivé du maïs. Les ibis, les spatules sont apparues parce que on a trouvé un nombre incalculable d'écrevisses de Louisiane dans les marais et les étangs. Et donc, c'est une source de nourriture toute nouvelle pour ces espèces-là. La Camargue idéale, ce serait une Camargue qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut observer chez les oiseaux. C'est-à-dire une Camargue où on va partager le même territoire, mais où on ne va pas être en conflit parce que finalement, on n'est pas en compétition. On peut cultiver la terre, on peut élever des taureaux, des chevaux, on peut faire du tourisme, on peut pêcher, on peut aussi chasser, on peut protéger.
mais on peut aussi le faire en harmonie. On ne le fait pas toujours, mais on devrait pouvoir le faire en harmonie. Partager nos connaissances, partager notre savoir, partager notre histoire aussi. Et puis arriver à avoir un objectif commun qui est de préserver cette Camargue qu'on aime tous. À accepter aussi qu'il y ait des zones, des espaces protégés dans lesquels on ne puisse pas aller parce que c'est très important pour la faune sauvage, pour la nature, qu'il y ait des espaces où l'homme ne pénètre pas. Pour moi, c'est vraiment primordial. La Camargue actuelle est en partie le fruit de son artificialisation par l'homme, notamment en termes de gestion de l'eau. Des milieux humides absolument remarquables s'y sont pour autant développés, qui méritent d'être durablement préservés. Le destin de la Haute-Camargue s'est en effet progressivement cristallisé autour d'une compétition pour l'eau douce, que l'homme a longtemps cru pouvoir arbitrer seulement à son avantage. Les effets du réchauffement climatique et la prise de conscience écologique contemporaine bouleversent le bien fondé et la pérennité de cette maîtrise absolue. Beaucoup d'espèces animales trouvent encore en Camargue des conditions de vie ou de repos très favorables. Mais bien d'autres sont fragilisées par des pollutions d'origines diverses et une disparition ou une fragmentation de leurs habitats. Corsetée pendant trop longtemps, la nature camargaise semble désormais exiger de reprendre un certain nombre de ses droits et qu'il revienne aux humains, cette fois-ci, de s'adapter.